Andreas Zay qui va nous parler. Andreas Zay qui est professeur des universités et à l'Observatoire de Paris. Ses travaux de recherche il travaille sur les hautes énergies et il est spécialement impliqué dans le prototype du télescope Cherenkov que certains d'entre vous connaissent bien, à Meudon, enfin vous connaissent de vue au moins, à Meudon. Et donc il va nous parler justement du projet CTA, Cherenkov Telescope Array Observatory. Andreas, je te laisse la parole. Merci beaucoup, bienvenue. Merci de m'avoir invité pour ce séminaire. Les télescopes Cherenkov nous ont ouvert une fenêtre au plus haute énergie, hein, sur le ciel. Et donc, pour mettre ça un peu en contexte, je vais commencer avec voilà, les schémas habituels, hein, de spectre électromagnétique multilongueur d'onde qui est accessible aux astronomes. Donc, vous voyez, certaines bandes radio optiques sont accessibles depuis le sol. Ce n'est pas le cas pour les hautes énergies. Donc, à partir de l'ultraviolet, rayons X, rayons gamma, les photons sont absorbés dans l'atmosphère. Et donc, il faut se servir des télescopes spatiaux pour les observer, notamment dans le domaine des rayons gamma. On a un télescope Fermi qui a beaucoup de succès, qui a observé beaucoup de sources dans les énergies des mégaélectronvolts et gigaélectronvolts. Alors maintenant, les télescopes Cherenkov, ils ont ajouté effectivement une fenêtre, comme je disais, au-delà de ce domaine des gigaélectronvolts. On rentre dans les domaines des téraélectronvolts. Donc c'est vraiment les photons les plus énergétiques qu'on peut détecter avec ces télescopes-là. Alors c'est pas une détection directe. Les rayons gamma, ils sont absorbés, heureusement pour nous, parce qu'ils sont euh, quand même assez dangereux pour les organismes biologiques, mais on peut détecter les rayons gamma à ces énergies-là par des méthodes indirectes via des cascades électromagnétiques qu'ils génèrent dans l'atmosphère. Et ça, c'est donc quelque chose que je vais vous montrer jusqu'à la suite. Je voulais juste faire remarquer que c'est vraiment une très vaste fenêtre aux hautes énergies. Si vous regardez un peu l'échelle des énergies ici, donc dans nos proches infrarouges, vous êtes dans les électronvolts, après en rayon X, dans les kiloélectronvolts. Donc il y a un facteur 1000 entre proches infrarouges et rayons X. Mais après, entre les rayons X et les rayons gamma qu'on observe avec les télescopes Cherenkov, il y a quelque chose comme au moins 10 ordres de magnitude. Donc c'est vraiment une grande fenêtre sur l'univers. Et en parallèle aux rayons gamma, on observe aussi d'autres messagers, des multimessagers ou astroparticules à ces énergies-là. Donc ça, vous connaissez peut-être aussi déjà, c'est le spectre des rayons cosmiques qui s'étale donc sur un très très grand domaine en énergie. Ça commence justement dans le domaine des gigaélectronvolts, téraélectronvolts, et après ça va jusqu'aux énergies vraiment extrêmes, donc les 10 puissance 20 électronvolts, les plus hautes énergies qu'on peut observer. Alors, ce spectre en haut, c'est donc les rayons cosmiques, c'est des particules chargées dominées par des protons, aussi des noyaux, qui sont détectables. Donc, la partie, les débuts ici, détectables depuis l'espace, avec des détecteurs comme par exemple AMS sur la station spatiale, et aux plus hautes énergies, depuis le sol, via encore des cascades, effectivement, des gerbes atmosphériques, qui sont vues par exemple par des télescopes de l'Observatoire Pierre-Auger. Et en parallèle, donc, il y a aussi encore une autre population de multimessagers qui sont indiqués par ces bandes-là en rouge. Donc ça, c'est les neutrinos, les astroneutrinos qu'on peut détecter. Donc ce spectre-là, par exemple, a été pris par le télescope IceCube en Antarctique. Alors il y a un lien très direct entre ces différentes multimessagers, les gamma, les rayons cosmiques, les neutrinos, parce que les sources des rayons cosmiques, une source qui accélère des rayons cosmiques, qui émet des rayons cosmiques, va aussi fournir des rayons gamma et des neutrinos. C'est par des interactions des rayons cosmiques avec leur environnement. Et comme les sources des rayons cosmiques sont encore très mal connues, donc il y a un grand mystère, notamment sur les sources aux plus hautes énergies, c'est très intéressant d'essayer de trouver du coup des signaux en rayons gamma qui peuvent nous renseigner sur l'origine des rayons cosmiques. D'accord, donc pour aujourd'hui, ce que j'avais prévu, du coup, c'était de vous parler d'abord de la technique d'observation des rayons gamma avec les télescopes Cherenkov. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà très bien, mais bon, je pense qu'ils d'autres peut-être pas, donc je voulais insister un peu là-dessus. Après, je vais vous montrer quelques découvertes qui ont été faites grâce au télescope Cherenkov de la génération actuelle.
Après, bien sûr, introduire le Cherenkov Telescope Array Observatory, qui sera donc la prochaine génération de ces télescopes. Je vais insister un petit peu sur notre implication à l'observatoire et en France plus général. Et après, vous parler un petit peu des découvertes qu'on pense qui sont à venir. Alors, commençons avec du coup les méthodes d'observation des rayons gamma aux très hautes énergies. Donc, on est dans les téraélectronvolts, 10 puissance 20 électronvolts. Donc, à ces énergies-là, les rayons gamma ils vont être absorbés dans l'atmosphère. Ils vont déposer leur énergie dans des interactions. Donc, les rayons gamma interagissent dans les champs de Coulomb des noyaux. Ils vont générer des paires d'électrons et positrons. Et ces particules chargées vont à leur tour interagir avec les noyaux. Et il y a un deuxième processus qui est donc important, c'est le processus de Bremsstrahlung, rayonnement de freinage. C'est en gros, c'est une déviation des particules dans les champs de Coulomb des noyaux, qui les fait rayonner. Et c'est justement ce processus itératif entre production de paires et Bremsstrahlung qui vous fait la génération d'une cascade. Ça fonctionne parce que les sections efficaces, les longueurs d'interaction entre ces deux processus sont assez similaires. Donc ça donne vraiment une cascade avec des étapes de distance assez similaires. Et donc, cette cascade fait que l'énergie initiale du rayon gamma va se répartir sur de plus en plus de particules. Donc, on parle de milliers, voire jusqu'à des millions de particules. Et les particules, en moyenne, vont avoir de moins en moins d'énergie. Donc, ça ressemble un peu à ça. Donc, il y a des codes, des simulations publiques. Par exemple, le Corsica est un code qui est beaucoup utilisé dans la communauté. Donc, c'est un code Monte Carlo qui suit les particules sur leur chemin dans l'atmosphère. Et l'énergie initiale est donc répartie sur de plus en plus de particules jusqu'à un moment où l'énergie moyenne des particules tombe en dessous une valeur critique, l'énergie critique, à peu près 83 mégaélectronvolts dans l'air. Et en dessous de cette énergie-là, le processus de Bremsstrahlung devient très peu efficace et les particules perdent leur énergie par ionisation. Donc c'est là où s'arrête après cette cascade de charge libre. Alors, en parallèle des cascades qui viennent des rayons gamma, c'est ce qu'on veut observer, donc les cascades électromagnétiques. Il y a aussi d'autres gerbes atmosphériques qui sont causées justement par des rayons cosmiques que je vous ai montré avant. Là, c'est juste un exemple pour un rayon cosmique. Dans ce cas-là, c'est un noyau de fer. Dans tous les cas, les rayons cosmiques ils vont collisionner avec les noyaux dans l'atmosphère, notamment donc l'azote. Ils vont euh, donc interagir par des processus hadroniques, ce qui va déclencher des générations d'autres particules, notamment les pions, les muons, les neutrinos. Alors les muons, ils traversent l'atmosphère, ils vont juste dans la Terre. Les neutrinos, ils vont même traverser toute la Terre, effectivement, les neutrinos atmosphériques. Mais ces cascades ici, qui sont plus complexes donc, que les cascades électromagnétiques, ils génèrent aussi des sous-cascades électromagnétiques. Donc il y a aussi des gammas dedans. Vous voyez des électrons qui vont générer des sous-cascades comme ceux qu'on détecte avec les télescopes Cherenkov. Alors pour nous, c'est un fond très important. Les rayons cosmiques viennent de toutes les directions. C'est vraiment une population isotrope d'événements. Et ils sont très nombreux pour une source typique qu'on observe avec des télescopes Cherenkov. On a typiquement un facteur 1000, voire 10 000 plus de cascades de rayons cosmiques que de rayons gamma. Donc il faut effectivement les distinguer, ce qui n'est pas facile. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble en simulation. Donc là, vous voyez des simulations en haut de 10 gerbes atmosphériques qui viennent de gamma et en bas de 10 gerbes qui viennent de rayons cosmiques. Dans ce cas-là, c'est des protons. Ils sont tous à 300 gigaélectronvolts. Vous voyez les fluctuations entre différentes cascades, c'est vraiment des fluctuations stochastiques. Et en haut, donc les rayons gamma donnent des cascades qui sont assez symétriques. Et en bas, les rayons cosmiques, donc sont plus vastes, plus diffuses. Vous voyez aussi la composante en rouge qui représente donc les muons qui rentrent dans le sol. Alors vous pouvez imaginer qu'on peut distinguer les rayons cosmiques des gamma parce que les cascades sont beaucoup plus diffus, moins symétriques, mais il y a quand même certains cas où ça se ressemble beaucoup. Par exemple, celui-là, on pourra euh, confondre ça effectivement avec une cascade de rayons gamma. C'est là une des difficultés techniques de cette méthode-là. Après, comment détecter les cascades? Donc ça se fait par l'effet de Cherenkov. Donc les particules chargées dans l'atmosphère, donc les électrons, positrons, ils vont traverser l'atmosphère, ils vont polariser le milieu donc autour d'eux.
Et cette polarisation peut amener à une émission de lumière. Donc il y a une condition pour ça, c'est que les particules dépassent à la vitesse de la lumière dans l'atmosphère. C'est seulement dans ce cas-là que vous avez vraiment une accumulation cohérente de ces ondes qui sont émises. Donc ça, c'est le second cas en bas ici. Et donc, on a une sorte de onde, c'est un peu comme une onde de choc, hein. Donc une cumulation d'ondes de lumière qui est donc une émission dans un cône dans la direction de mouvement de la particule. Donc la condition pour ça, c'est que la vitesse des particules est plus grande que la vitesse de la lumière dans le vide, divisée par l'index réfractif de l'atmosphère, qui est un peu plus grande que 1. Alors c'est une émission qui est fortement anisotrope dans la direction de mouvement de la particule. C'est une émission qui est continue. Donc, il y a un spectre ici noté en rouge. Donc, ça vous donne la forme spectrale en fonction de la longueur d'onde. Donc, il y a un pic qui est en ultraviolet dans le bleu. Et après, ça décroît assez rapidement avec la longueur d'onde. Donc, pour détecter cette lumière, il faut donc des détecteurs qui sont sensibles dans le domaine ultraviolet et bleu. Et dans cette figure-là, vous voyez aussi en vert un de nos autres signaux du fond qui nous gênent. Ça, c'est donc le night sky background, c'est la lumière qui vient de l'atmosphère, des hautes couches de l'atmosphère. C'est essentiellement des molécules qui sont excitées par des rayons cosmiques ou par des processus chimiques et qui émettent donc une lumière fluorescente. Alors, nous, ce qu'on détecte, donc, c'est la lumière de Cherenkov des différentes particules dans les cascades. Et ce qu'on voit donc sur le sol, c'est vraiment la somme de toutes ces émissions de Cherenkov. Donc, si vous regardez toute une cascade ici, comme dans cette simulation, toutes les particules vont contribuer à la lumière de Cherenkov. Ça va passer par l'atmosphère, donc une partie va être diffusée, mais sur le sol, on va donc recevoir une sorte de tache, grande tache de lumière Cherenkov, avec un rayon de typiquement 150 mètres. Ça dépend un peu de l'énergie, mais dans les énergies qui nous intéressent, c'est à peu près ça. Donc il y a une partie qui est plus un anneau, qui est plus lumineux, mais le centre est aussi rempli. Donc c'est ça qu'on essaie du coup de détecter. Et donc comment faire? Bon, on construit donc des réseaux avec des télescopes où on regroupe plusieurs télescopes à des distances qui sont donc à l'intérieur qui peuvent être à l'intérieur d'une telle tâche de lumière de Cherenkov. Parce que l'idée, c'est de détecter donc la lumière des cascades depuis plusieurs angles de vue. Donc, c'est vraiment une observation stéréoscopique. On ne fait pas de l'interférométrie, c'est vraiment une stéréoscopie. Donc, on a l'objet dans l'atmosphère, la cascade qui émet de la lumière. On le voit avec des télescopes qui pointent tous de la même direction, mais on voit l'image sous différents angles. Et donc, ça donne quelque chose comme ce que vous voyez ici sur cette illustration du champ de vue du télescope. Donc là, ce qui a été fait, c'est de prendre les champs de vue des trois télescopes et ils ont été superposés. Chaque champ de vue à peu près 5 degrés, par exemple. Et donc, vous voyez que l'image qu'on voit, c'est vraiment la projection de la cascade sur donc la caméra. Et cette projection, ça donne donc une sorte d'ellipse. Ok. Et les différentes ellipses, si on les superpose, on les intersecte, donc on intersecte leurs axes, on peut reproduire du coup la direction du rayon gamma. Donc dans ce cas-là, le rayon gamma qui a causé la cascade est venu effectivement du centre du champ de vue. On peut aussi reconstruire similaire la distance des cascades et finalement, pour avoir l'énergie du rayon gamma, il faut passer par les simulations. Donc, vous avez vu des cascades simulées avant. Avec cette même simulation, on peut après estimer la distribution de lumière de Cherenkov autour de la cascade. Donc, le profil de Cherenkov, c'est ce qui est montré ici. Donc, vous avez la lumière de Cherenkov à 10, 20, 50, 100 mètres distance de la cascade, autour de la cascade. Et vous voyez bien sûr que des rayons gamma qui ont une énergie de 0,01 TeV, ils ont beaucoup moins de lumière que ceux qui sont à 1 téraelectronvolt. Donc on peut, avec ça, réussir à reconstruire l'énergie des rayons gamma avec une certitude de 15, peut-être 20%. Ok, après, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble donc, dans la vraie vie. Donc, j'ai trouvé ces images qui étaient prises avec un télescope assez moderne, télescope Astri. C'est plutôt petit pour le télescope Cherenkov, c'est des télescopes de 4 mètres avec des caméras assez modernes, avec des silicone photomultiplicateurs. Et ce que vous allez voir donc, sur la partie gauche, l'écran gauche, ça montre vraiment le signal de la cascade qui traverse l'atmosphère. Ça nous laisse donc une tracée sur la caméra, qui traverse la caméra.
Et à droite, c'est donc la même image, mais cette fois-ci intégrée sur le temps. Donc, vous voyez les flèches à gauche qui traversent la caméra et à droite intégrée. Donc, c'est la forme elliptique qu'on utilise après pour reconstruire du coup la direction, l'énergie des cascades. Alors, les images à gauche, ils sont fortement ralentis. Euh, je vous ai dit que les particules qui causent donc, ces images sont vraiment ultra-relativistes, très, très rapides. Et donc, les images, en réalité, ils prennent que quelques nanosecondes pour traverser la caméra. Donc ça veut dire qu'il faut des caméras qui sont très rapides, qui captent des signaux avec une résolution des nanosecondes. Alors venons un peu au concret. Donc là, il y a donc des télescopes, une première génération de télescopes. Cherenkov a été construit dès les fins des années 60, effectivement déjà, avec Whipple qui était un des premiers, très grand télescope de 10 mètres déjà. Vous voyez le miroir avec des différents segments qui sont donc c'est une configuration de Davis-Cotten particulière pour le télescope Cherenkov, avec la caméra dans le plan focal. Donc ça, c'était construit sur le site, aujourd'hui, c'est un autre réseau en Arizona. Après, il y avait le premier réseau avec plusieurs télescopes qui permettent de faire une stéréoscopie, les réseaux HECRA à La Palma, donc 6 télescopes de 4 mètres. Et en France, il y a donc le télescope 4, 5 mètres, qui a été construit dans les Pyrénées orientales. Donc ça, c'était sur un site, une ancienne centrale solaire, Témis. Et donc ça, c'était, disons, la première ou deuxième génération, les premiers tests. Et la génération actuelle, vous voyez à droite, donc il y a notamment 3 réseaux qui dominent un peu donc, disons, les observations scientifiques aujourd'hui. Sur le site de La Palma, sur les îles Canaries, il y a donc les 2 télescopes de MAGIC, 2 fois 17 mètres. Après, vous avez en bas sur le site de Whipple, il y a donc un réseau de 4 télescopes de 12 mètres qui s'appelle Veritas. Donc là, c'est donc du coup, voilà, donc, les deux en hémisphère nord, MAGIC et Veritas. Et nous, notre équipe au Lux, donc on fait partie de la collaboration HESS, et c'est actuellement donc le plus grand réseau des télescopes Cherenkov. Ça a été construit donc en Namibie, réseau de 5 télescopes donc, qui voient l'hémisphère sud. Vous voyez donc les 4 télescopes qui ont un diamètre d'à peu près 13 mètres et le télescope au centre qui est vraiment énorme. Donc c'est un télescope de 28 mètres de diamètre qui nous permet du coup de récupérer la lumière de cascades qui sont plutôt faibles. Donc c'est plutôt des gammas faibles en énergie de quelques dizaines de gigaélectronvolts. Alors, je voulais montrer quelques exemples pour des découvertes qu'on a fait grâce au télescope Cherenkov. Pour vous donner un petit survol dès le début, donc vous avez ici, bon, déjà en bas, vous avez donc un des télescopes Cherenkov de Hess en Namibie, avec, c'est un photomontage, vous voyez donc le plan galactique, comme il a été détecté avec Hess pendant une campagne d'un scan du plan galactique. Maintenant, en haut, vous voyez la carte du ciel qu'on peut donc trouver, par exemple, enfin, donc c'est effectivement une carte, ça s'appelle TEF4, c'est un catalogue en ligne que vous pouvez consulter. Et la carte vous montre donc les différentes sources qui ont été détectées jusqu'ici, plus de 300 sources. C'est pas beaucoup comparé aux autres longueurs d'onde en optique, par exemple, où on détecte des millions de quasars. Mais il faut se rendre compte qu'on est ici vraiment dans un domaine qui est vraiment la limite de spectre électromagnétique. On détecte seulement des sources où il y a une accélération de particules assez importante. Donc il y a soit des électrons, soit des protons qui sont accélérés et qui émettent donc un rayonnement de très haute énergie. Donc c'est des sources assez particuliers qui émettent à ces énergies-là. Donc vous voyez une population très forte au long du plan galactique, qui est une conséquence donc, de ce scan avec Hess du plan galactique. Et il y a notamment 40 nébuleuses devant de pulsars, aussi 30 restes de supernovae. Donc c'est 2 types de sources où on a une accélération d'électrons ou de protons qui émettent après des rayons gamma. Il y a aussi des systèmes binaires, des microquasars, 8 pulsars. Et les points rouges que vous voyez après, ça, c'est le ciel extragalactique. Donc, on est fortement dominé par des AGN, des noyaux actifs de galaxies, surtout des blazars. Donc, c'est des noyaux actifs qui pointent leurs jets dans notre direction, ce qui les fait particulièrement. Bon, ça les rend détectables pour nous, effectivement, cet effet-là. Et on a aussi depuis peu accès à des sursauts gamma. Donc, ça, c'est une
populations qu'on n'avait pas trop détectées avant. Les points gris, c'est tous des sources qu'on a détectées, mais où la contrepartie n'est pas complètement bien identifiée. Et ça, c'est parce que sur le plan galactique, il y a beaucoup de sources connues. Et notre résolution angulaire, qui est de quelques minutes d'arc, ne nous permet pas toujours de faire exactement la correspondance avec des contreparties à plus longue longueur d'onde. Donc, il y a d'autres sources que je ne vais pas mentionner ici, hein, qui s'ajoutent à ça. Et maintenant, je vais juste vous faire un exemple. Donc, deux exemples. Je vais vous montrer la source au centre de notre galaxie et une autre qui devrait être quelque part ici aussi dans le plan galactique. Alors, au centre, on a détecté depuis déjà un moment une source dont la localisation est coïncidente avec Sagittarius A étoile. Donc, Sagittarius A étoile, c'est la position du trou noir supermassif de quelques millions de masses solaires dans le centre galactique. On a détecté depuis quelque temps une source dans ce centre-là, bon, qui pourrait aussi coïncider donc, avec d'autres sources qui sont proches. Par exemple, il y a une nébuleuse de vent de pulsar qui n'est pas très loin. Mais il y avait donc plus tard, en 2016, une deuxième découverte qui est encore plus intéressante. Et c'est ça donc qu'on détecte aux alentours de cette source ponctuelle dans le centre. Donc, on a extrait le spectre de cette sorte d'anneau, ici la contour noire que vous voyez. Donc, vous voyez une émission diffuse qui s'étale à gauche à droite du centre. Et on a donc extrait un spectre de cette zone-là. Et on a trouvé que le rayonnement gamma qui vient de cette zone atteint les plus hautes énergies que ce qui est vu dans le centre. Et c'est très intéressant parce que la seule explication qui semble pouvoir expliquer cette émission qui est très dure, qui est très énergétique, ça semble être qu'il y a donc des rayons cosmiques qui doivent être générés très près de cette zone-là et qui collisionnent après avec la zone centrale de gaz moléculaires. Donc, c'est des collisions entre protons et gaz moléculaires qui génèrent après le spectre des rayons gamma. Alors, les spectres, ça ressemble à ça. Donc, vous avez le flux en fonction de l'énergie et la partie spectre bleu montre donc le flux de cette source ponctuelle qui est donc voilà qui coupe du coup quelque chose comme 10 téraélectronvolts. Donc ça va pas aux plus hautes énergies. C'est une émission qui vient soit des environs du trou noir, soit peut-être du vent de nébuleuse de pulsar. Et après, la région autour, c'est donc le spectre rouge. Vous voyez des énergies qui vont jusqu'à plusieurs dizaines de téraélectronvolts. Et ça a été confirmé récemment par d'autres détecteurs. Et on va effectivement une émission jusqu'à des centaines de téraélectronvolts. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les protons derrière, ils doivent avoir des énergies dans les pétaélectronvolts. Et ça fait donc officiellement de cette zone-là un pévatron. Donc il y a un accélérateur de particules, de rayons cosmiques, jusqu'à des énergies du pétaélectronvolt. Et ça, c'est donc une des sources qui explique le spectre des rayons cosmiques galactiques. Donc, il y a d'autres, il y a aussi des restes supernovae, par exemple. Mais ça, c'est une des sources qui explique donc l'origine des rayons cosmiques dans notre galaxie. J'ai encore un deuxième exemple. Donc, c'est aussi une source qui est donc dans le plan galactique ou pas loin. Cette fois-ci, c'est un micro-quasar. Donc, c'est un système binaire d'une étoile très massive qui tourne autour de probablement un trou noir stellaire. Euh, Vous voyez, donc je vais juste regarder la première carte pour le début. En bleu, les contours que vous voyez, ça vient des rayons X. Donc au centre, vous avez ce cercle-là. Ça, c'est donc la position du système binaire. C'est là où vous avez donc l'étoile massive et le trou noir. Et après, des deux côtés, vous avez une extension. Et ça, c'est donc, ce sont des jets qui sont éjectés de cette zone centrale. Donc, on a un processus d'accrétion de matière. Et là-dedans, il y a aussi une éjection de jets dans les deux sens. Donc, c'est ce qu'on va en rayon X. Et la carte en couleur, c'est du coup le signal qu'on détecte avec S. Et ce qui a été fait ici, c'est qu'on a fait trois cartes à trois différents domaines en énergie. Donc la première A, c'est donc au-dessous de 2,5 TeV. La deuxième B, c'est entre 2,5 et 10. Et C, c'est donc les plus hautes énergies, au-delà de 10 téraélectronvolts. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder un peu la position de l'émission des rayons gamma, donc en jaune, en rouge, et on se rend compte que entre, par exemple, la carte C et B, donc l'émission est plus proche du centre pour les plus hautes énergies que pour donc les énergies qui sont plus basses ici.
Donc, la position de l'émission change avec l'énergie. Et ça fait réfléchir, ça nous donne du coup des idées pour pouvoir expliquer plus précisément cette structure qu'on voit, ce lancement de jet. Et donc voilà le modèle qui a été développé. Donc on a le centre, donc le système binaire au centre, qui émet des jets. Donc ça, c'est pas visible en rayon gamma. Mais après, ce qui doit se passer, et ça c'est donc une nouveauté de cette détection-là, il doit y avoir des chocs des deux côtés de cette source. Donc il y a des jets qui forment des chocs, on ne sait pas encore exactement pourquoi, à peu près 30 parsecs du centre. Et c'est dans ces chocs-là qu'on a une accélération d'électrons. Et les électrons accélérés, haute énergie, ils vont émettre donc aux plus hautes énergies très proches des chocs. Et après, ils sont advectés, ils suivent les jets extérieurs qui sont ralentis, mais qui continuent ici. Et quand les électrons se déplacent donc, vers Z, donc ils s'éloignent de la source centrale, ils vont perdre de l'énergie. Et c'est ça qui explique du coup qu'on voit d'abord aux hautes énergies des émissions très proches de la source, et après, aux plus basses énergies, ça s'éloigne effectivement. Donc, c'est très intéressant si on veut mieux comprendre ces systèmes avec des objets compacts et le lancement de jets. OK. Maintenant, venons du coup au Cherenkov Telescope Array Observatory. Euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir, au lieu d'avoir les plusieurs réseaux qui sont gérés par des collaborations qui sont aussi internationaux, mais qui sont plus petites, c'est d'avoir un seul projet très international du coup où tout le monde se met ensemble. Donc on a à peu près 1500 membres de à peu près 25 pays. Vous voyez ici en bleu les différents pays contributeurs. On est depuis très peu organisé sous la forme d'un ERIC, European Research Infrastructure Consortium. Ça nous aide effectivement à avoir un cadre légal qui nous permettra, on espère, d'avancer plus rapidement avec la construction. Ce qui est prévu, donc, c'est d'avoir un observatoire sur deux sites. Vous voyez ici les étoiles. Donc, un, à La Palma, sur les îles Canaries. Donc, ça, c'est juste à côté de la côte africaine. Et l'autre, donc ça, c'est pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud. Donc, c'est ici à Paranal, au Chili. Il y a le siège principal qui est à Bologne. Et il y a aussi, depuis très peu, un centre de données central qui a été construit à Zeuthen, en Allemagne. Alors, la nouveauté de CTAO, c'est vraiment que ce sera le premier observatoire dans ce domaine-là qui couvrira tous les ciels et qui sera ouvert à toute la communauté scientifique. Donc, on pourra proposer des observations, les données vont être rendues ouvertes également. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui ne se fait pas actuellement avec les réseaux qu'on connaît. Alors, CTAO consistera de plusieurs types de télescopes. Je commence avec les plus petits, donc les Small Size Telescopes, qui ont quand même un diamètre de 4 mètres. Donc, ils sont quand même bien plus grands qu'une personne. Je n'ai pas de personne à côté, mais vous pouvez imaginer, hein, que c'est à peu près comme ça. Après, il y a les Medium Size Telescopes, 12 mètres de diamètre. Donc, ça, c'est la taille qu'on a actuellement dans les réseaux Veritas et aussi dans HESS. Et finalement, les Large Size Telescopes, qui sont vraiment très grands, de 23 mètres de diamètre. Donc, c'est ceux-là qui vont détecter les rayons gamma aux plus basses énergies, donc dans les dizaines de gigaélectronvolts. Alors, ces télescopes-là vont être installés donc, sur les deux sites, comme je disais. Ça, c'est le plan de CTAO Nord. Vous voyez donc en bleu marine les quatre télescopes, c'est les quatre LST, les Large Size Telescopes. Et autour, donc en plus foncé, plutôt noir ou bleu foncé, c'est 9 medium-sized télescopes. Donc c'est ça qui est prévu pour ce site-là, qui est donc à La Palma, sur les îles Canaries. On est à une altitude d'à peu près 2000 mètres. Donc c'est pas une altitude énorme. On n'essaye pas d'être au-dessus de l'atmosphère avec ces télescopes-là parce que c'est justement les cascades dans l'atmosphère qu'on essaie de détecter. Et ce site-là, bien sûr, est bien situé pour faire de l'astronomie extragalactique. On n'a pas le plan galactique devant nous. Donc, je pense que ce qui va dominer probablement ici, c'est l'astronomie extragalactique. Alors, à quoi ça ressemble maintenant? Bon, c'est déjà quand même un peu avancé, c'est bien. Il y a ce que j'ai oublié de mentionner, donc les deux points gris ici sur le plan, c'est des télescopes de MAGIC qui sont déjà existants. Et vous les voyez ici sur la photo à gauche. Donc les deux télescopes à gauche, ce sont des télescopes de MAGIC.
Et après, il y a donc un troisième télescope. Ça, c'est le premier télescope LST de CTA. Donc ça, c'est le LST 1, qui est opérationnel depuis donc déjà fin 2019, qui fait des observations actuellement conjointement avec MAGIC en partie. Et vous voyez aussi la structure des trois autres télescopes LST qui sont donc en cours d'être construits. Les MST, voilà, ça va encore venir, mais pour le moment, la première phase, c'est donc l'installation de ces large size télescopes. Au sud, les réseaux vont être plus grands, donc c'est plutôt 3 km² qui vont être couverts. Il y a 4 télescopes LSTE prévus pour le centre. Il y a donc 14 MST, les points foncés. Et tous les points qui sont plus clairs ici, ça correspond donc à 40 small size télescopes qui vont être installés. Donc ce site-là, donc c'est au Chili, en Paranal Amazonas, donc c'est à peu près 10 km sud-est de l'ESO Paranal Observatory. Et ça va être donc géré par l'ESO. Ok. Donc ça, c'est un site qui est très bien situé, bien sûr, pour voir le centre galactique, le plan galactique. Et actuellement, donc voilà, c'est en cours de construction, hein. Donc, on est en train de mettre en place l'infrastructure et on espère que les premiers télescopes vont suivre l'année prochaine. Alors, je voulais vous montrer un peu les performances attendues. Donc, ça, c'est bon, c'est un peu compliqué comme figure. Donc, vous avez la sensibilité sur l'axe Y et à droite, c'est donc l'axe X, c'est donc les énergies. Ça montre du coup la limite de flux qu'on peut atteindre avec CTA nord et sud euh, avec des observations de 50 heures. Et donc, si vous comparez ces courbes-là de CTA avec les courbes Magic Veritas S qui sont en dessus ici, vous voyez qu'on aura donc une gain d'à peu près un facteur 10 en sensibilité. Donc, ça veut dire qu'on peut voir des sources qui sont plus faibles et on peut voir ouais, des sources aussi plus lointaines dans certains cas. Euh, on va aussi éteindre, donc on va rallonger notre couverture en énergie. Vous voyez ici, par exemple, on va couvrir des énergies de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de téraélectronvolts, ce qui n'est pas complètement le cas actuellement, avec les télescopes actuels. Et cette large couverture spectrale, c'est grâce du coup à la combinaison des différents télescopes. Donc on a des grands télescopes, d'une très grande surface, dont on a besoin pour voir des cascades qui sont plutôt faibles, donc ceux qui sont aux basses énergies. Euh, Après, aux très hautes énergies, il suffit d'avoir des télescopes de 4 mètres de diamètre. On peut voir des cascades de plusieurs dizaines ou centaines de téraélectronvolts. Par contre, dans ces énergies-là, le problème, c'est plutôt que les rayons gamma sont très, très rares. Donc, il ne suffit pas d'avoir 4 télescopes. On va attendre très longtemps pour détecter un rayon gamma. Donc, il faut les répartir sur une très grande surface sur le sol. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de petits télescopes répartis sur quelque chose comme 3 km². Alors, c'est la sensibilité qui est bien sûr importante. Il y a aussi un autre facteur qui est important, c'est la résolution angulaire. Et donc, vous voyez la courbe noire ici et rouge pour CTA. C'est donc la résolution angulaire qu'on a sur les sources qui dépend très fortement de l'énergie. Donc, aux basses énergies, c'est pas fameux. Après, comme vous allez aux énergies autour des téraélectronvolts et plus haut, on va atteindre normalement la minute d'arc. C'est ça qui est prévu pour CTA. Et encore une fois, ça va être donc un facteur de quelques 4 ou 5 plus meilleur que les réseaux actuels que vous voyez en dessous. Donc, ça nous permettrait de mieux résoudre justement les sources, par exemple, sur le plan galactique. Alors, je voulais vous montrer un des premiers résultats, du coup, qui sont sortis avec ce premier télescope LST1. C'est opéré par une collaboration un peu à part, mais ça va faire partie de CTAO. Et donc, ils ont observé depuis un petit moment déjà. Et donc, il y a un premier résultat un des premiers résultats, il y a plusieurs, qui est sorti, que je trouve assez intéressant. C'est la détection, donc en 2024, du blazar le plus lointain qui a été jamais vu dans ce domaine d'énergie, aux très hautes énergies. Ça a été vu pendant une éruption, il y avait des alertes qui ont été suivies, et la redshift est donc d'à peu près 1. Ça peut sembler petit hein, si on connaît un peu l'astronomie optique, avec des quasars qui sont à des redshifts de 6 ou 7. Mais pour le domaine des très hautes énergies, c'est une limite assez importante. Et ça, c'est parce que le ciel, pour nous, devient opaque pour les rayons gamma au-delà d'une certaine énergie pour des sources qui sont distantes. Et ça, c'est parce que les rayons gamma, quand ils traversent l'univers,
ils vont interagir avec un avant-plan de lumière diffuse. Donc, c'est ce qu'on appelle le fond diffus extragalactique. Donc, il y a une lumière en optique et en infrarouge qui est vraiment la somme de toute la lumière émise par les étoiles dans les galaxies pendant leur évolution. Et donc cette lumière, ça trace effectivement l'histoire de la formation stellaire dans les galaxies. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant de voir justement cette absorption sur la lumière diffuse, parce que ça nous permet de mettre les contraintes sur la densité de cette lumière fond diffus extragalactique. Alors l'absorption, bon, ça se passe par production de paires, hein. Les rayons gamma interagissent avec les photons du fond et produisent des paires. Et ça fait donc qu'on a une sorte d'horizon qui divise l'univers pour nous dans une partie transparente et une partie opaque. Pour les sources qui sont proches, on peut voir des très hautes énergies, mais pour les sources qui sont plus lointaines, on est limité effectivement à des énergies qui sont plus basses. Et donc là, OP313 se place à ajouter donc un point de données qui qui nous permet de mieux contraindre nos modèles de ce fond diffus extragalactique. Alors, je veux parler un petit peu de notre implication. Euh, Contribution française, donc on est impliqué effectivement dans les trois différents types de télescopes, les LST, MST, SST. Vous voyez à droite la NECTA-CAM, donc ça c'est un projet qui regroupe beaucoup de laboratoires. On est aussi impliqué dans le computing et bien sûr dans la science. Par exemple au LUX, donc nous on a un peu la spécialité d'observation, analyse et modélisation des AGN, des sources gamma et aussi des pévatrons. Donc sur les SST, c'est vraiment à l'observatoire que ça se fait en France. Donc je vous montre un prototype de télescope. C'est le premier prototype d'un télescope de ce type de Schwarzschild-Coudé qui a été construit donc à l'Observatoire de Paris sur le site de Meudon grâce aux équipes donc, de Lux et de Unidia. Vous voyez, c'est un prototype, c'est un télescope un peu particulier. Vous avez le miroir primaire et le miroir secondaire avec la caméra qui est entre les deux. Donc ce design permet effectivement d'avoir un très grand champ de vue avec une caméra très compacte. Donc on peut utiliser des détecteurs très modernes pour ça. Et donc on a détecté les premières gerbes atmosphériques avec ça en 2015. Et maintenant, donc, on va produire une série de télescopes, pas exactement ce design-là. Le design final va ressembler plutôt à celui-là de la photo à droite. Donc ça, c'est un prototype qui a été mis en place par l'équipe, par nos collègues italiens. Et donc là, cette année, on s'apprête donc à lancer une production de 12 structures de SST de notre côté. Et bon, les autres structures vont être fournies par les partenaires. On est aussi impliqué dans le traitement et diffusion des données par contribution à la construction d'un archive de données scientifiques qui vont être accessibles via les outils d'observatoire virtuel et par un portail dédié. Alors, la particularité, c'est il fallait d'abord définir le format de données qui va être publié. Comme c'est des observations très indirectes, les données sont assez différentes de ce qu'on a dans l'observatoire virtuel actuel. Donc, les données optiques et rayons X, ils ne sont pas le même format du tout. Et on contribue aussi donc au développement du code d'analyse de données qui est donc le code GammaPy. C'est une suite de programmes qui est à source ouverte, que vous pouvez trouver sur Internet et qui est déjà utilisé par des collaborations actuelles. Et ça se fait donc en coordination très proche avec l'équipe de l'APC qui est très fortement impliquée là-dedans. Alors, dans les dernières minutes qu'on a, je voulais vous montrer un petit peu les découvertes qu'on espère à venir. Bien sûr, on espère qu'il y a des découvertes qu'on n'a pas prévues, mais certaines, peut quand même les prévoir. On commence avec le plan galactique. Et donc ça, c'est du coup le résultat du scan du plan galactique vu avec HESS. Vous avez le centre galactique ici à 0. Et après, l'observation s'étale donc des deux côtés de ce centre galactique. Vous voyez plusieurs sources. Par exemple, en bas ici, cette bulle, c'est vraiment une rémanente de supernova. C'est Vela Junior, donc c'est là où on a une accélération de particules qui émettent des rayons gamma. Donc, c'est le résultat de presque 3000 heures d'observation avec un nombre de sources, 80 sources étaient détectées là-dedans à peu près. Et en se basant sur ces sources-là, et après sur des modèles de population de sources dans la galaxie, on peut faire une prévision de ce qu'on devrait détecter avec CTA. Donc, c'est pour ça. Donc, on prend les modèles et on les fait une convolution avec la réponse instrumentale de CTAO.
Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez le plan galactique vu par CTA. Donc le projet est de faire un scan de à peu près 1600 heures. Ça va être étalé, ça ne va pas se faire d'un coup, mais sur peut-être 10 ans. Le centre galactique est donc ici, vous voyez des deux côtés. Donc on a déjà, vous voyez qu'on va aller plus loin des deux côtés. Donc on a la couverture sur les deux hémisphères, ça nous permet d'aller plus loin. On a beaucoup plus de sources et on a des résolutions plus fines qui nous permettent de mieux cibler effectivement les structures de certaines régions. Donc à peu près 400 sources, 400 détections sont attendues. Et j'avais fait un petit zoom sur une région qui est, je pense, entre -20 et -30 ici, des deux côtés. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez donc le résultat de Hess à gauche. Et la même région vue par CTA. Donc vous voyez que les sources qui sont détectées sont mieux définies avec CTA. Et il y a surtout des sources qui s'ajoutent qui n'étaient pas visibles avec Hess. Après, notre équipe, on est pas mal impliqué dans la physique des blazars, des AGN, des blazars, des AGN qui pointent du coup vers nous. Et donc, on avait essayé aussi de voir qu'est-ce qu'on pourra détecter donc, dans ce domaine-là. Et donc, une étude qui a été faite, c'était de regarder la distribution spectrale d'un blazar, qui est montrée ici par les points gris. Donc, les points gris, d'abord, c'est des points de Fermi, et aux plus hautes énergies, c'est des points de Hess. Et ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de prendre le spectre de Fermi et de Hess et de l'ajuster avec deux différents modèles. Une hypothèse à gauche qui fait intervenir des rayons cosmiques ultra énergétiques et à droite, c'est des électrons de plus basse énergie. Et donc, vous voyez qu'il y a une différence dans la structure, mais qu'on ne peut pas vraiment distinguer avec Hess. Par contre, avec les points rouges, qui sont une simulation pour CTA, ça devrait devenir possible. Et comme je vous parlais de la mesure du fond diffus extragalactique, donc il y a aussi un projet qui cible ça. Donc on va observer des blazars à différentes distances, à différentes redshifts. Et cette figure-là qui est un peu complexe, mais ce que ça vous montre, en gros, les points orange, il vous montre la précision avec laquelle CTAO va pouvoir mesurer ce fond diffus extragalactique. Ce qui a été fait ici, c'est de simuler donc une hypothèse pour la distribution du fond diffus extragalactique et après de le reconstruire avec CTA. Et donc, vous voyez que les points de données sont beaucoup plus précis que les points CRI qu'on a actuellement avec des résultats donnés par exemple par Fermi ou par des télescopes comme HESS Magic, etc. Donc ça nous renseignera donc sur notre compréhension de l'évolution des étoiles et aussi des galaxies à des redshifts jusqu'à redshift 2. Et pour en finir, si vous me permettez, donc ça c'est donc il y a plein d'autres sujets pour CTA. Un sujet qui tient à cœur nos collègues, par exemple au CEA, c'est la matière noire. Donc la façon d'essayer de chercher pour la matière noire en rayon gamma, c'est donc de chercher pour un signal d'annihilation de particules de matière noire, par exemple dans le centre galactique qui devrait donc émettre un signal en gamma qui est assez particulier en distribution spatiale et spectrale. Et donc cette figure-là montre du coup euh, l'espace de paramètres, donc la section efficace de ces particules putatives contre leur masse. Et la ligne noire vous montre la limite qu'on peut atteindre avec CTAO comparé à un ancien résultat de Hess en magenta donc, vous voyez qu'on va encore aller donc, plus bas avec une meilleure sensibilité. Et on va notamment dépasser cette ligne horizontale ça, c'est donc la section efficace qui est attendue par un peu le modèle, ce qui est devenu un peu standard en matière noire, des Weakly Interacting Massive Particles, des WIMPs. Voilà, donc on peut effectivement tester ce scénario. Voilà. Donc, je m'arrête là. Si vous voulez savoir plus, donc il y a un site web qui est très joli de CTAO, plein d'informations. On a aussi des Science Symposiums qui sont organisés tous les 2 ans. Donc, il devrait y avoir une prochaine édition en 2026 ouvert aux scientifiques. Pour les doctorants, on organise, donc CTAO organise des écoles d'été. Donc, il y a une cette année qui, malheureusement, l'inscription est déjà fermée, je pense, mais il y en aura normalement l'année prochaine. Par contre, il y a une école qu'on a fait ici localement, à Paris, le Chenkov Astronomy Data School. Donc ça va être ouvert. C'est donc une école entre le 3 et 7 novembre qui aura lieu à l'Observatoire, organisée par l'UXCRPC.
Et donc là, on va parler plus des détails de détection et notamment d'analyse de données avec GammaPy. Et pour la science, il y a donc un livret qui est sorti il y a déjà quelques années que vous pouvez trouver aussi sur Internet. Ok. Merci. Merci beaucoup, Andreas. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, j'ai une question purement en infrastructure. Les deux sites, à Palma et au Chili, sont à peu près à 2000 mètres d'altitude. Il y a une raison pour ça? Ou- Alors, donc, l'idée d'avoir les deux sites, c'est vraiment d'avoir la couverture des deux hémisphères, hein, c'est ou- clair. Après, pour sélectionner les sites, un des critères principaux, c'était quand même de trouver des sites qui sont avec un ciel qui est très très clair, donc pas de pollution lumineuse autour. On est vraiment très gêné par une lumière diffuse autour, donc on a vraiment besoin d'un ciel qui est de très haute qualité. Donc on a cherché plusieurs sites, Argentine, il y a différents sites qui ont été explorés. Le Chili, bien sûr, c'est vraiment inégalé, je pense, en qualité. Et le site La Palma aussi, ça a une très bonne qualité. Donc, c'était surtout pour ça que ça a été fait, effectivement. et le site, enfin, S, là, en Namibie, ne va pas évoluer, du coup? Enfin, Ouais, alors ça, c'était un des sites candidats hein, au début qui a été exploré. Donc, ça a été une sorte de compétition entre différents lieux. Alors, le site en Namibie, je n'ai pas la réponse en fait. On espère que ça pourra peut-être être pris en charge par l'équipe en Afrique du Sud. Donc, il y a une équipe qui est très impliquée. Le problème, c'est bien sûr de trouver des moyens pour faire tourner en même temps les anciens sites, donc Veritas, Magic S et CTAO. Donc, c'est pas complètement clair. Ça serait vraiment bien d'avoir ça pour être sur une autre longitude et aussi pour avoir un réseau qui peut suivre peut-être des alertes sur le long terme et tout. donc là, pour le coup, il faut observer les sources extragalactiques vues depuis l'hémisphère sud. Excuse-moi? Ça pourra observer les sources extragalactiques vues depuis l'hémisphère sud. Je ne peux Oui. pas. Alors, je ne voulais pas dire que les deux sites sont exclusivement extragalactiques galactiques, hein. C'est pas ça qui est prévu, Non, hein. mais Mais c'est juste, comme ils sont situés nord et sud, il y aura probablement une sorte de prépondérance pour les deux sites comme ça. merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez lever la main pour vous signaler, poser la question dans le chat, ouvrir votre micro, tout est possible. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, Miguel? Arthas, merci beaucoup, hein. C'est loin de mon domaine et j'ai quand même réussi à suivre. Je me demandais, le micro-quasar SS43, là, tu disais que c'était une binaire avec une étoile et un trou noir. Ouais. Et je me demandais, on connaît la séparation du système ou enfin, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut observer, résoudre? Alors, moi j'ai dit c'est un trou noir, on pense que c'est un trou noir, hein, oui, mais ça pourrait être aussi une étoile à neutrons, donc je pense que c'est pas complètement clair. Moi je ne connais pas les détails sur ce système, j'avoue, hein, parce que c'est pas exactement mon domaine. Je voulais vous montrer un résultat un peu où on parle de la résolution aux très hautes énergies. Je m'intéresse plus pour les jets après, donc je ne pourrais pas te dire si on peut résoudre ça. On sait que le type d'étoile, c'est un supergéant d'un certain type. Euh, mais je sais qu'on peut résoudre donc, le lancement des jets. Donc, effectivement, il y a des jets qui font une précession. Donc là, il y a des données optiques là-dessus. Mais je ne peux pas trop te dire si on peut séparer les étoiles. Ça, il faudrait que je regarde. Bon, je m'en sais. Merci beaucoup. j'ai peut-être une question là, sur les détecteurs de neutrinos, de particules qui existent là. Tu as abordé le sujet au début, mais là, dans l'évolution du CTAO, est-ce que ces sites de détection, est-ce qu'il y a enfin, comment s'organise le travail? Est-ce qu'il y a une évolution, vu l'évolution du CTAO, est-ce que ça continue, est-ce que vous continuez à concilier les observations des deux, enfin, des deux types d'observateurs? Euh, je- tu veux dire l'organisation de... Les observatoires de particules, tu as abordé le sujet au début, là, que vous pouviez euh,
confronter les données de ces deux types d'observations, là, avec l'évolution du CTAO, est-ce que vous allez continuer à travailler avec les observatoires de particules neutrinos et compagnie? Tu veux dire, donc là, tu parles des détecteurs des rayons cosmiques, par exemple. Oui, 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 Non, c'est oui, ça, oui. excuse-moi, je n'ai pas capté la question. Oui, alors c'est tout à fait, donc il y a beaucoup d'intérêt, notamment par exemple, de suivre des alertes des détecteurs des neutrinos. Donc on a IceCube, aussi maintenant KM3Net, c'est des grands détecteurs de neutrinos. S'ils détectent des neutrinos de très haute énergie, ce qui est assez rare quand même, ils envoient des alertes et nous, avec les télescopes actuels, donc le S, etc., mais aussi avec CTA, donc il y a l'idée de suivre ces alertes-là pour pouvoir identifier éventuellement des sources qui émettent des neutrinos et peut-être aussi des gamma en même temps. Il y a certaines coïncidences qu'on a trouvées. Alors pour les rayons cosmiques, c'est plus compliqué parce que les rayons cosmiques, ils sont diffusés dans le champ magnétique, donc ils viennent un peu de partout. On ne peut pas vraiment pointer directement vers les sources. Donc là, c'est plus compliqué de suivre. On regarde plutôt leurs résultats et on essaye après de comparer leurs résultats avec les nôtres. Mais pour les neutrinos, il y a un suivi direct, il y a vraiment des programmes d'alerte qui sont mis en place. Voilà.